Et on va prendre cet extrait qui nous permettra au mieux d'apprécier avec vous la sortie de l'ambassadeur de Chine en poste du côté de la France, qui revenait notamment pour poser un certain nombre de réalités liées au pays de l'ancien l'URSS. J'y arrive finalement. On fait le point avec Carlos Piatan qui nous donne dans cet élément, et après on vous retrouve rapidement, Gamal, pour essayer d'apprécier les propos de Liu Chang. Précisez bien votre position, parce qu'on a l'impression qu'elle a parfois un peu flotté. D'abord, est-ce que la Crimée, à vos yeux, c'est l'Ukraine? Mais cela dépend de ce que... Non, ça dépend pas, pardon, c'est l'Ukraine, c'est pas l'Ukraine. Ou percevoir ce problème, ouais. Mais il y a l'histoire, la Crimée était tout d'abord, tout au début, à la Russie, n'est-ce pas? C'est Khrouchtchev qui a offert la Crimée à l'Ukraine dans l'époque de l'Union soviétique. Mais pardon, selon le droit international, vous savez bien, c'est l'Ukraine. Selon le droit international, vous pouvez en discuter, le contester, mais c'est l'Ukraine. Sur le droit international, même ces pays ex-Union soviétique, ils n'ont pas le statut, comment dire, effectif dans le droit international, parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut d'un pays souverain. Vous avez l'air de dire que l'ordre des frontières tel qu'il est né de la chute de l'Union soviétique, à vos yeux, n'est toujours pas réglé. Mais maintenant, il ne faut pas, comment dire, chicaner encore sur ce genre de problème. Maintenant, le plus urgent est d'arrêter, réaliser le cessez-le-feu, d'arrêter. La Crimée, il faut quand même se mettre, si on amputait une partie de la Chine et on disait, pardon, on chicane, non, on chicane pas. C'est quand même une question très grave du point de vue des Ukrainiens, évidemment. C'est toujours ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a des problèmes, des tenants et aboutissants, n'est-ce pas, sur leur conflit, leur problème. Ce n'est pas si simple à dire en un mot. Ouais. Est-ce que si vous avez quelques problèmes, vous pouvez discuter ensemble. Ensemble pour trouver finalement la solution, c'est ce que semble d'ailleurs apporter comme solution Liu Chang, ambassadeur chinois du côté donc de la France. Gamal Abina, une sortie qui a quand même eu le mérite de mettre toute l'Europe en extase, chacun y allant justement de son analyse, de sa sensibilité. Donc on demande même d'ailleurs que ce dernier soit rappelé pour consultation, et d'ailleurs il a été convoqué du côté du Quai d'Orsay, si mes souvenirs sont exacts, hier ou aujourd'hui pour consultation en tout cas. Pourquoi la sortie de Liu Chang crée autant de débats? Pourquoi la polémique est-elle assez grande sur les propos tenus par ce dernier? Un territoire occupé par l'Europe, dont on dit que les Européens en question sont juste sionistes, ils s'arrangent le droit de prendre les frontières comme ça les arrange, d'annexer les territoires, le Golan, le Sinaï en son temps, et les territoires palestiniens en totalité. Manifestement, ça ne dérange personne. Là, les frontières sûres et reconnues n'existent pas pour les Palestiniens. Quand la Libye s'apprête à être partitionnée en 3 parties, faisant Cyrénaïque tripolitaine, ça ne dérange personne. Quand l'Irak a été démantelé, alors que l'Irak est un État reconnu international, dont je le rappelle, et qu'on a créé un État fantoche dans le nord qu'on appelle le Kurdistan, et puis une séparation du centre et du sud. Quand on a démembré la Somalie en 4 États, pareil, qui ne sont pas reconnus internationalement, mais qui de fait sont quasiment reconnus. Quand on a séparé le Soudan du nord et du sud, alors que l'intangibilité des frontières n'était pas discutable. L'intangibilité des frontières, c'est quoi? C'est ne pas diviser les États, de la décolonisation. Bien là, ça pose pas de problème, ça ne dérange personne. Quand on va essayer aussi de faire des partitions dans d'autres territoires comme la Syrie, on a essayé de partitionner la Syrie. Là, manifestement, ça pose pas de problème. Quand on retire, parce que Chiang Kai-shek s'est enfui et qu'il a perdu sa guerre face à Mao Zedong, le territoire taïwanais de la Chine, alors que ça a toujours été un territoire chinois, était occupé, c'est vrai, par les Portugais en leur temps, et la colonisation s'appelait Formose, ça devient après, évidemment, Taïwan. Quand on retire cela de la Chine, et c'est pour ça que l'ambassadeur fait cette sortie, eh bien, ça ne dérange personne. Mais bizarrement, quand l'effondrement de l'Union soviétique, qui était un État reconnu en 1945, je le rappelle, les États soviétiques étaient reconnus comme tels,
deviennent après, alors c'est l'ONU, 45, naissance de l'ONU après la SDN, Société des Nations, eh bien là, manifestement, c'est logique et normal qu'on reconnaisse des États qui ne sont pas des États indépendants, qui ont été créés de toutes pièces à la suite d'un effondrement d'un État. Ce qu'il veut mettre en exergue, c'est le fait que la reconnaissance internationale de ces États s'est faite de façon quasiment d'autorité. La Russie étant plus capable de pouvoir satelliser ces États, on a reconnu la naissance d'États de pure fabrication. Et si on revient un peu dans l'histoire, ça vous intéresse, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais quand même, la Première Guerre mondiale a vu chuter les empires, on le sait. Mais surtout a créé un État qui avait disparu depuis plus de 100 ans, hein, la Pologne. Et ils ont fait la Pologne sur quoi? Sur un bout de l'Allemagne et d'autres territoires de l'ancien empire austro-hongrois. Donc on crée un territoire de pièce, et là bizarrement on le reconnaît, parce que c'est l'Occident qui le crée. Dès que l'Occident crée un territoire, il est reconnu, dès que c'est d'autres pays ou dès que c'est le démantèlement d'autres pays, et qu'on remet ça en question, c'est plus possible. Donc la reconnaissance d'un territoire tel qu'il est aujourd'hui ne se fait pas à l'aune de ce que veut ou ne veut pas l'Occident. Les Chinois rappellent qu'il y a effectivement le double standard. Dans un cas, on reconnaît des territoires, alors comme la Palestine, alors qu'ils ne sont pas reconnus par l'ONU et qui ne sont pas légaux. Que le partage de la Palestine, c'est 47, hein, sur l'ONU. Et maintenant, on parle des négociations pour la partage en 67, donc encore pire, c'est n'importe quoi. C'est pareil pour le Soudan. Je veux dire, la partie du Soudan n'est pas légale. Elle a été quasiment imposée. Il a suffi que le Sud-Soudan obtienne de faire un référendum pour qu'on puisse couper le territoire en deux. Je dis pas qu'il fallait le garder au point, ça ne m'intéresse même pas dans l'absolu. Mais c'est une réalité. Et par contre, quand en Ukraine, on fait un référendum, là, on ne reconnaît pas le référendum. Donc le Donbass fait un référendum d'autodétermination, là, on n'est pas reconnu. Donc ça dépend de qui le fait. Donc quand cet ambassadeur de Chine, qui a très souvent l'habitude de faire des sorties un petit peu rentre dedans, c'est quelqu'un qui a l'habitude un peu de provoquer son interlocuteur parce qu'ils sont toujours très agressifs vis-à-vis de lui, et moi ça me fait toujours rire de l'entendre parler parce que il montre vraiment le mépris qu'il a pour ses interlocuteurs qui sont les carpettes, et non pas des journalistes. Le jour où ils poseront des questions comme des journalistes, ils cherchent la vérité, non pas qui orientent le débat, on discutera. Et bien, il leur fait comprendre que le monde a changé. Et qu'on peut ne pas reconnaître ce que vous connaissez comme étant des frontières nouvellement reconnues en 91. Oui, on peut ne pas le reconnaître, comme on pouvait ne pas reconnaître la possession par l'Arménie du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan. C'est un état de fait militaire qui était imposé d'ailleurs du temps du soviétisme, et l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh est toujours occupé par les troupes arméniennes. Donc c'est dire qu'on peut voir à chaque fois midi à sa porte. Et ce qui est certain, c'est qu'il explique là-dessus en provoquant un petit peu, évidemment, son provocation. C'est pas un dérapage, c'est ce qu'il fait, cet ambassadeur. C'est un intelligent. De dire, si vous reconnaissez ces États, tout le monde ne l'a pas fait. En même temps, nous n'avons pas donné leçon russe, puisque vous nous cassez les pieds sur Taïwan qui nous appartient. Et il a raison de le dire. La Chine continentale et cette île de Taïwan, c'est le même territoire, c'est le même peuple. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que ça ressort, ça les énerve, parce que l'occidental, il a du mal à se mettre en face de ces contradictions. Le jour où il mettra au pas Israël pour qu'il rende le territoire qu'ils ont volé aux Palestiniens, on parle de vol. Ce jour-là, on pourra parler de droit et de reconnaissance. Aujourd'hui, Israël n'est pas un État qui a des frontières reconnues, même pas définies, il n'y a pas d'État, hein, c'est un État de fait militaire, c'est tout. Et ils se plaignent parce que les Russes feraient la même chose en Ukraine. Bizarrement, quand les Russes vont taper, par exemple, des Turcs en Azerbaïdjan, là, bizarrement, ça les dérange moins. Ils sont du bon côté. Quand les Russes soutiennent, par exemple, dans la guerre la Géorgie, là, ça les dérange moins. Ils sont du bon côté, du point de vue occidental, bien sûr. Mais quand les Russes vont taper sur l'Ukraine, ils ne sont pas du bon côté. Donc les Chinois ont mis en exergue cette idée-là, selon laquelle vous reconnaissez les États parce qu'un État s'est effondré, mais cela ne veut pas dire que ces États sont légaux. Et il a raison. Si on s'en tient au principe de 45, ça n'est pas une décolonisation, hein, c'est juste une désatellisation. Et surtout, ces États ont été faits sur la mort d'autres États, parce qu'il y avait des peuples avant, il ne faut pas l'oublier, hein, qui ont redessiné l'État à chaque fois, on peut monter à loin. Et l'autre aspect qu'il met en avant, et il a raison de le faire, c'est vrai que c'est difficile à entendre pour certains, c'est que la Crimée n'a jamais été autre chose que russe. Qu'il le veuille ou non, la Crimée a toujours été russe. Et quand bien même on discuterait la possession de la Crimée par la Russie historique, ce qui est ridicule, hein, tout comme l'État des Rousses, comme on l'appelle, donc ce qu'on appelle Kiev aujourd'hui, l'État des Rousses, qui a été fondé par des Russes, hein, eh bien, il y a une chose qui est certaine, c'est que la Crimée a été reprise par la force aux nazis par les Russes. Et ça peut énerver du monde. Il n'y a pas eu d'Ukrainiens pour l'en prendre, c'est bien les Russes. Côté ukrainien, il y a une collaboration de certains, pas de tous les Ukrainiens, certains Ukrainiens avec les nazis. On se rappelle de Stepan Banderas, qui est quand même, Banderas plutôt, qui est pas quelqu'un très recommandable, c'est un nazi affirmé, mais il n'en demeure pas moins que le sang russe a été versé pour libérer la Crimée. Et qu'aujourd'hui, les Russes ont récupéré un territoire qui est russophone avec les Russes, et pour lequel ils ont lutté longtemps, que cette Ukraine a été offerte après la chute de l'Union soviétique en 91, bien qu'un État ait existé après la révolution des bolcheviks, c'est vrai que ça existait 3 ans après que ça a été effacé, mais c'est un cadeau offert de façon
arbitraire. Pourquoi? Parce que l'homme qui était à la tête de l'État, qui n'était pas très fort en réalité, dans un État qui était en défaillance, a fini par concéder des choses qu'il n'aurait pas dû concéder. Je dis pas qu'il faut que l'Ukraine ne soit pas indépendante, ça ne m'intéresse même pas, je rentre pas dans ce débat-là. Je dis simplement que il aurait fallu que les Ukrainiens composent avec leur minorité intérieure, parce qu'elles sont nombreuses, pour éviter la guerre, et n'écoutent pas les sirènes de l'Occident. Donc lorsque le représentant chinois le dit simplement, vous nous dites que ces États doivent exister alors qu'ils ne sont pas reconnus en 45, et il a raison. Nous disons que ces États n'ont pas forcément une reconnaissance légale, puisqu'ils sont le fruit d'un effondrement et qu'ils se sont autoproclamés. Et là-dessus, il remet en avant le fait que l'autoproclamer un État, eh bien, on le refuse au Donbass, mais on l'accepte pour eux. Donc c'est vrai que c'est un peu la provocation, on le connaît, il est quand même très très intelligent là-dessus. Il a fait juste que répondre aux provocations qui lui sont faites au départ, parce que nous ne disons jamais qu'à chaque fois qu'on parle chinois, on vient les provoquer sur le Taïwan, alors qu'ils sont légitimes sur le territoire taïwanais. Progressivement autour de cette sortie de l'ambassadeur Liu Shan. Alors, je vous retrouve donc Jamel Gessoum. Oui, il y a eu pourtant les accords de Minsk de 91 qui essaient de consacrer donc l'indépendance de ces pays de l'ex-URSS. Est-ce que dans la tête de l'ambassadeur, il essaye notamment de convoquer la souveraineté que octroie notamment, on va dire, la reconnaissance notamment du droit international, qui sur le cas notamment de ces différents pays, n'avait pas essayé de consolider notamment les acquis des accords de Minsk. Et donc, du point de vue de la Chine, ce sont des pays qui restent, bien que ayant eu, comme d'ailleurs Gamal l'a dit, ayant déclaré, du moins ayant s'auto-déclaré indépendant, n'ont pas une véritable légitimité internationale et donc du coup ne sont pas, on va dire, simplement autonomes dans leur manière effectivement dans la gestion notamment des affaires de ces différents pays. Est-ce qu'on peut voir définitivement cette sortie, alors en trouvant notamment la lecture sous ce prisme-là? Vous savez, il y a le droit international et puis il y a le doigt international, le doigt de la main, qui montre là où est le droit et là où il n'existe pas. Et effectivement, en ce qui concerne la Crimée, puisque c'était par ce prisme que l'ambassadeur de Chine a évoqué les contradictions du journalisme et plus encore derrière le journaliste, l'ensemble des corporations, je dirais intellectuelles, tendent à affirmer que le droit international s'applique, comme l'a dit Gamal, à tel endroit plutôt qu'à un autre endroit. En ce qui concerne la Crimée, effectivement, comme l'avait rappelé un des collègues, je ne sais plus lequel, François Hollande, même Merkel et d'autres, avaient tenté de balader le président Poutine sur ces accords. Sur la question du droit international, et l'ambassadeur le concède bien volontiers, et il met ce journaliste face à ces contradictions, sur la qualité des anciens territoires de l'Union soviétique, et pour lesquels, effectivement, et on retrouve bien cela sur la Crimée, sur le Donbass, et bien d'autres, parce que effectivement c'est Khrouchtchev qui avait offert ce territoire en cadeau. Mais en tout état de cause, il a bien mis en évidence la contradiction de l'application du droit international par la coalition internationale composée peut-être de 4 pays sur 190, c'est dire la légitimité qu'a cette coalition, et il renvoyait en même temps vers les intérêts chinois en parlant de Taïwan. Et donc, il a bien joué, là pour le coup, il a très très bien joué, et c'est très difficile de le contredire sur des faits historiques, comme on dit en arabe, un tavir la yismah. L'histoire ne pardonne pas, même des décennies plus tard, sur ce qu'est le droit international, ou est-ce qu'il a été appliqué ou pas. Gamal en a parlé largement en ce qui concerne la Palestine. Et donc, de ce point de vue, l'ambassadeur chinois a très bien fait de rappeler des faits. Et comme le disait François tout à l'heure, il avait dit à plusieurs reprises, face à des contradicteurs, il est effectivement utile de rapporter uniquement des faits concrets et d'en discuter. Voilà un peu ce que je pense de la déclaration de l'ambassadeur de Chine, qui en finalité défend très bien les intérêts des Chinois à travers
ce qui se passe en Crimée. Et d'ailleurs, un des interlocuteurs ici présents, les invités, avait précisé que Vladimir Poutine avait patienté très longtemps, donc depuis des années, pour ne pas arriver jusque-là. Et j'ai toujours dit, et moi ce que je reproche à Vladimir Poutine quelque peu, c'est son extrême patience, sa patience je dirais trop exacerbée jusqu'à arriver à cette situation. Je souhaiterais, si vous le permettez, de terminer mon propos sur l'intérêt premier que moi je vise à travers ce conflit et ce qui se profile derrière ce conflit, parce qu'il y a un conflit qui va finir dans pas très longtemps, mais il y a ce qui va se passer juste après, et en l'occurrence sur notre terre africaine. Et là, je me rejoins sur la question non seulement proposée par François sur les Africains et les chefs d'État africains. J'ai envie de dire à nos frères africains que la dédollarisation sera un des moyens et un des leviers pour ne plus être sous la joug des Américains et des autres. Secondement, j'ai envie de dire à nos frères africains d'aller derrière cette position qu'a eu le Mali, une position très courageuse, le Burkina Faso également, et de ne pas tomber, si vous voulez, sous la joug des Américains avec leurs sanctions et leurs lois. J'ai envie de dire et de prendre un exemple concret qui est mon président, le président algérien, qui, au lendemain du séisme en Turquie et en Syrie, n'a pas demandé l'autorisation aux Américains comme n'importe quel pays aura dû le faire, et a envoyé directement des avions militaires en Syrie et en Turquie pour les secourir. De la même manière que le président algérien, Abdelmajid Tebboune, se rendra fin mai en Russie avec à la clé un contrat d'armement très important, et que à partir du moment où il y a des positions affirmées, des positions politiques fortes, affirmées, avec un peuple qui est derrière, aucun de nos frères africains, aucun des présidents ne devrait avoir peur de prendre des positions claires, affirmées et s'y tenir, parce que ça, c'est l'histoire qu'il y aura demain. Chaque chef d'État africain, et nos frères le savent très bien, ont la responsabilité de centaines de millions de nos frères africains qui, par leur prisme, deviendront demain des gens, au contraire de ce que disait Nicolas Sarkozy lors du colloque de Grenoble il y a quelques années de cela, en disant, en nous insultant, parce que je suis aussi africain, que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. C'est ce qu'il avait dit il y a quelques années, et cela me sonne à la tête jusqu'à aujourd'hui. Et donc je dis à mes frères africains, la lutte qu'a entamé le Mali et le Burkina Faso, soutenez ces positions fortes. L'Algérie se tiendra à côté, même si nous avons l'importance de ne pas nous impliquer et de ne pas nous ingérer dans les affaires d'autres pays, mais l'esprit est là, l'esprit africain est là, et donc je dirais à mes frères africains, à l'aune de ce qui se passe en Ukraine, à l'aune de ce qui va se passer suite au Soudan, qui n'est que le début d'un gros problème au Sahel et au Sahara, tenez bon, tenez à votre, je dirais, votre indépendance. Il y a une dynamique aujourd'hui qui n'a jamais existé durant toute l'histoire africaine, et nous devons être derrière nos frères pour entamer cette dynamique et ne pas nous laisser, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont les Américains et les Européens qui ont besoin de l'Afrique. Ce n'est pas le contraire, et il ne faudrait pas oublier cela. Très cher Djamel Gessoum. Alors, docteur Achille, que je me retourne rapidement vers vous, et bien dans les précédentes réactions des uns et des autres, on a laissé entendre et croire que la position de l'ambassadeur de Chine visait clairement à positionner à faire une lecture assez claire des deux faits, notamment le dossier lié au pays de l'ancienne Union des pays soviétiques, mais également un rapprochement avec le cas de Taïwan, parce que sur le cas de Taïwan, contrairement au cas de ces pays de l'ex-URSS, il y a eu notamment une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui reconnaît notamment ce territoire comme étant une véritable province de la République unie de Chine, ce qui n'est justement pas le cas de ces autres pays donc de l'Union soviétique.
Et donc pour lui, il n'y a pas une véritable reconnaissance notamment du droit international quant à l'autonomie même de ces États. Est-ce que lorsqu'on a convoqué ces éléments, on devrait véritablement s'offusquer de la position de Liu Shan? Mais pas du tout. Moi, j'ai une autre lecture, n'est-ce pas, de cet outrage, n'est-ce pas, que les Européens perçoivent dans ce que monsieur Liu Shan a dit. Je pense que derrière cette réaction, parce que j'ai suivi l'interview, et on sent véritablement, et ça fait plusieurs interviews que ce monsieur donne à cette même chaîne, la LCI, la chaîne française, et ces journalistes particulièrement sont très agressifs envers ce monsieur. Et c'est la même chose qu'ils font avec monsieur Tolstoy, le vice-président de la Douma russe. Ils sont extrêmement agressifs. On a l'impression qu'ils cherchent ce qu'on appelle en anglais le gotcha. Ils ont des gotcha questions. C'est-à-dire des questions pièges. Des questions à partir desquelles votre réponse sera utilisée pour dire, voilà, nous vous avons dit, ces gars, ces gens ne sont pas capables de gérer les affaires mondiales, les affaires du monde. Donc, je crois qu'il y a en cet outrage, ce faux outrage que je vois, une volonté de montrer, n'est-ce pas, une volonté des Occidentaux de montrer que, en réalité, la Chine n'est pas prête, n'est-ce pas, pour prendre les devants de la scène et pour gérer les affaires du monde, pour jouer les intermédiaires, pour jouer les médiateurs dans les affaires du monde. Parce que vous voyez, les États-Unis ont eu très mal lorsque la Chine a négocié cet accord de, n'est-ce pas, cet accord de paix entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Cela a fait beaucoup mal. Et la presse américaine en a vraiment parlé, tous les journalistes, partout dans les médias, on disait, mais l'Amérique, où est l'Amérique? Alors que c'est la Chine qui n'est-ce pas, qui négocie ce genre n'est-ce pas, de résolution, de paix entre deux protagonistes, n'est-ce pas, de longue date. Où est l'Amérique? Et l'Amérique s'est sentie vraiment frustrée. Donc, les Européens, généralement, regardent, M. Macron est parti en France, là-bas, pour plaider, n'est-ce pas, la cause de la France, ou bien la cause de l'Union européenne, ou je sais pas trop quoi, et est revenu et a donné cette interview, n'est-ce pas, qui a fait beaucoup de tollé dans la presse, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il y a cette volonté de ne pas vouloir en Europe reconnaître le rôle de la Chine. Il y a ce déni-là. Et ils ont trouvé en ce que cet ambassadeur a dit, n'est-ce pas, par rapport à ces pays, n'est-ce pas, de l'ancienne Union, de l'ancienne URSS, bon, je pense que c'est une erreur, simplement une erreur. Peut-être tel qu'il a dit, enfin, sa langue française, hein, c'était un Chinois, il a dit des choses qu'il a pensé, mais qu'il n'a pas peut-être su le dire en français. Mais qui est apparu, n'est-ce pas, bon, comme c'était, il n'était pas d'accord par rapport aux frontières. La preuve, c'est qu'il n'est pas très catégorique là-dessus, il a parlé, mais il a un petit peu nuancé. Alors, mais, comme ces gens cherchent quelque chose pour montrer à la face du monde que voilà, ces Chinois qui veulent prendre la tête du monde ne sont pas prêts, ils ne reconnaissent même pas les frontières des États, des anciens pays de l'Union soviétique, et on a vu tout de suite les anciens pays baltes, n'est-ce pas, l'Estonie, la Latvie, la Lituanie et tout ça, qui ont boudé, qui ont fait appel, qui n'est-ce pas, protesté vigoureusement au niveau n'est-ce pas, de la France. Et on observe aussi que le Quai d'Orsay a fait appel, n'est-ce pas, à cet ambassadeur pour savoir exactement quelle était la position du gouvernement chinois. Alors, je crois que c'est juste ce qu'on appelle le gotcha moment, c'est-à-dire que dans cette bagarre journalistique qu'on a observé lors de cette interview, c'est-à-dire les questions que ce journaliste posait, c'était des questions toujours, n'est-ce pas, en train pour essayer de créer une tension, pour trouver la faille, pour chercher la petite chose qu'ils vont utiliser demain pour dire, voilà, les Chinois ne sont pas capables, nous devons garder n'est-ce pas, la puissance européenne, notamment française, pour gérer les affaires du monde. Et une manière de décrédibiliser la Chine par rapport à la gestion de conflits, n'est-ce pas, dans le monde, qu'on essaie de lui, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de donner
de percevoir, parce que tout le monde va en Chine, n'est-ce pas, le Brésil était là-bas récemment, le président brésilien était là-bas récemment, la France, les Français étaient là-bas, donc tout le monde va vers la Chine et ça cause des problèmes. Alors, donc moi je pense que ça, d'après moi, c'est une manière de rabaisser, n'est-ce pas, la puissance négociatrice de la Chine dans les conflits internationaux, tout simplement. Chute, docteur Achille Lequeux, que je vais retrouver professeur François Ndégué, parce que justement il est invité, Luchan, pour essayer d'apporter la contribution, alors la position claire de la Chine dans le processus de négociation finalement dans le conflit russo-ukrainien. Et là, il leur sert bien entendu un cours d'histoire que du moins la presse occidentale, celle française, n'est pas prête à gommer quant à l'indépendance vraie et réelle, notamment des pays baltes. Et d'ailleurs, Achille revient là-dessus, qui ont essayé de protester. Pourtant, il y a des faits qui sont têtus. Vous êtes éditorialiste, professeur François Ndégué. Le cas de Taïwan n'est en rien comparé notamment à ce qu'a subi ces pays baltes sur le ton du droit international, parce qu'il y a notamment cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui reconnaît pour le cas de Taïwan notamment une appartenance pure et simple, notamment à la Chine, ce qui n'est justement n'a pas été le cas pour ces autres pays-là. Il y a donc de quoi notamment convoquer cela pour Luchan, sauf que pour la presse et pour les États européens, cela ne passe pas. Cela est vu d'ailleurs comme étant une pure et simple provocation. Comment apprécie-t-on notamment la posture de Luchan à votre niveau, professeur François Ndégué? Je serais d'avis de mes précédents collègues. Je vois que cet ambassadeur chinois est un diplomate qui garde beaucoup son sang-froid. Parce que l'agressivité, je vais répondre sur la forme et sur le fond. D'abord sur la forme. Vous notez l'agressivité des journalistes. Et ce monsieur, le français n'est pas sa langue naturelle, qui garde le sang-froid, et le journaliste n'accepte pas, l'interrompt tout de suite. Ce qui est une marque d'impolitesse, qui est perpétuelle sur ce genre de personnes, parce que dès que vous avez une idée qui n'est pas la leur, c'est comme si vous n'avez pas le droit d'exprimer votre idée. On aurait dû laisser monsieur l'ambassadeur s'exprimer. Il s'exprime, il est toujours poli et calme. Peut-être qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de ses idées. Deuxièmement, toujours sur la forme, vous voyez que le 2 poids 2 mesures et l'hypocrisie apparaît tout de suite. Parce que si la question était vraiment sur l'Ukraine, que l'ambassadeur parle comme il a dit, de la Crimée, c'est pas comme ça qu'il fallait réagir. Et maintenant, je viens sur le fond. Sur le fond, vous avez entendu le journaliste dire c'est le droit international. Je suis bien curieux, je ne suis pas juriste, de savoir de quel droit international il parle. S'il était sérieux, il nous aurait apporté les textes en matière sur lesquels il s'appuie pour parler du droit international concernant la Crimée. En revanche, c'est monsieur l'ambassadeur qui nous a apporté quelques notions de droit international ici. Et le journaliste n'a pas pu le contrer. Donc, vous savez que ils ont pris l'habitude, que les journalistes du Yankixi, comme les politiciens du Yankixi, de faire prévaloir comme si leurs arguments étaient des arguments d'autorité. Ils pensent que parce qu'il va dire c'est le droit international, il va impressionner l'ambassadeur chinois, qu'il va s'affaisser, que ce dernier va s'affaisser, ce qu'il n'a pas fait. Deuxième point sur le fond, puisque vous avez posé la question sur Taïwan, les choses ne sont pas identiques. N'oubliez pas que, y compris les États-Unis d'Amérique, et ça c'est la politique permanente, les États-Unis d'Amérique reconnaissent qu'il n'y a qu'une seule Chine. Les États-Unis, on ne peut pas faire de comparaison entre la Crimée et Taïwan. Les États-Unis d'Amérique reconnaissent qu'il n'y a qu'une seule Chine, mais maintenant, avec M. Biden, il introduit ce qu'on appelle une politique d'ambiguïté. Et il y a de la provocation. Après avoir provoqué en Ukraine, Mme Pelosi est allée provoquer là-bas aussi. Et tout le monde maintenant parle il faut pivoter pour aller faire la guerre
à la Chine. Taïwan fait partie de la Chine ancienne. Il y a eu une guerre civile qui a eu le résultat que l'on sait et la séparation de ce territoire. Le gouvernement chinois actuel est patient. Je ne sais pas jusqu'à quand il sera patient. Il n'y a aucun intérêt qui ait la guerre. Les États-Unis d'Amérique et leurs vassaux européens qui poussent à la guerre partout dans le monde devraient plutôt laisser les Chinois régler leurs problèmes entre eux. Taïwan et la Chine populaire et la République populaire de Chine, c'est un problème entre Chinois, de la même façon d'ailleurs que le problème de l'Ukraine et de la Russie, c'est un problème entre Slaves, deux pays contigus, deux populations qui sont entremêlées depuis très longtemps, dans un cas comme dans l'autre. Et il y a encore un troisième intervenant qui est ici, le Yankee Xi, les États-Unis d'Amérique, qui vient séparer les gens, qui vient en élément perturbateur. Je vais vous dire ceci encore sur la Chine. Moi, j'ai eu une discussion il y a quelque temps avec un ami indonésien. La Chine, parce que, et je rebondis un peu sur ce qu'a dit le docteur Ike, où on veut montrer la Chine comme un trouble fait qui est incapable sur la scène internationale. J'ai eu cette discussion avec un ami universitaire indonésien récemment, et il me disait ceci qui a attiré mon attention. Il me dit, les Américains sont maintenant en train de vouloir nous pousser à la guerre contre la Chine et être prévenants contre la Chine. Mais nous avons plus de 3000 ans d'histoire commune avec la Chine. La Chine, qui était déjà une puissance, ne nous a jamais attaqués. La Chine ne nous a jamais attaqués. Pourquoi faudrait-il qu'aujourd'hui, nous, Indonésiens, nous nous préparions à nous embarquer dans une guerre avec la Chine? Ce n'est pas normal. Les Américains sont en train de nous pousser. Nous ne pouvons pas supporter cela. Nous, au contraire, on va refuser cela. Il parlait en son nom. Je ne sais pas exactement quelle est la position du gouvernement indonésien. Mais voilà l'idée d'un universitaire indonésien qui me dit que la Chine, depuis que la Chine a fait sa petite guerre avec le Vietnam, une histoire de frontière, je crois, dans les années 70, la Chine n'a plus livré de guerre du tout. Par contre, on peut compter le nombre de guerres livrées par les Américains un peu partout dans le monde. Et il y a une étude récente de Tufts University qui a été publiée il y a 3 semaines, qui montre que le paradoxe suivant, et c'est pour ça vraiment que l'ambiance que nous vivons est intellectuellement très stimulante. Cette étude par 2 universitaires dames, dont j'oublie le prénom, les noms, c'est 2 dames qui ont fait de Tufts University, qui montrent que elles ont fait une étude depuis la création des États-Unis en 1776 jusqu'à nos jours. Les États-Unis sont une nation qui est addicte à la guerre, qui est shootée à la guerre. C'est le titre de leur article. C'est-à-dire que le gouvernement américain est drogué à la guerre. C'est le titre de l'article. Si vous écrivez United States Addicted to Wars, vous allez retrouver l'article. C'est très bien fouillé. C'est le premier article de cette telle richesse. Et ces 2 dames, ces 2 universitaires montrent encore ceci qui est très très remarquable, à savoir que c'est quand les États-Unis ont eu la force d'être l'hégémonie, c'est-à-dire le monde unipolaire qui est arrivé après l'effondrement de la Russie soviétique, on saurait. Donc ça veut dire que les États-Unis n'avaient plus d'ennemis en face d'eux. Curieusement, contre-intuitivement, c'est à partir de ce moment que le gouvernement américain a accéléré le nombre de guerres partout dans le monde. C'est quand même curieux ce gouvernement qui est vraiment drogué à la guerre au moment où il n'a plus d'ennemis. Il est donc obligé de créer des ennemis pour faire la guerre. Et ces 2 universitaires américaines et qui travaillent aussi avec, qui ont publié aussi sur un institut ici à Washington qui s'appelle le Quincy Institute, qui montre que cette drogue qu'est la guerre pour le gouvernement américain est très dommageable pour les États-Unis d'Amérique parce que l'économie américaine est en train de s'effondrer,
je ne vous parle pas des déficits publics, ça ne pourra pas continuer indéfiniment. Enfin, je vais terminer sur un petit point qui est commun, de mon point de vue, aussi bien à la situation de Taïwan qu'à la situation de l'Ukraine. Il y a quelque chose que j'appelle le problème de l'hétérogénéité démographique des États. La Russie, la Fédération de Russie telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est plus de 190 groupes ethniques différents. Ça veut dire que les Russes ont réussi quelque chose qui devrait nous servir de leçon aux Africains. Quand on dit la Fédération de Russie, ou on dit de façon abréviée la Russie, ce n'est pas que ce qu'on appelle les ethniques, le groupe ethnique russe, qui est un sous-groupe des Slaves. C'est comme il y a les groupes ethniques un peu partout, et la Russie est un kaléidoscope de groupes ethniques, mais qui ont pu, avec le temps, et qui chacun a pu se développer, même si le groupe ethnique russe est majoritaire, je crois autour de 70%, 71%, mais il n'étouffe pas les autres. Le problème qui est arrivé avec l'Ukraine, et c'est ça que l'on doit regretter, c'est que quand ils ont fait leur coup d'État en février de 2014, tout de suite, ils ont voulu écraser l'hétérogénéité démographique. La leçon des temps modernes, c'est que les nations modernes sont des nations qui vont vers l'hétérogénéité démographique. Si vous ne pouvez pas supporter l'hétérogénéité démographique, vous voulez vivre dans le cadre d'homogénéité démographique, vous irez vers des conflits graves. Et le conflit, l'essence du conflit ukrainien et de la Crimée en particulier, c'est les Criméens ont rejeté le coup d'État parce que ce coup d'État menaçait l'hétérogénéité démographique de ce qui était l'Ukraine. Or, vous avez pris des mesures, l'une des premières mesures, et c'est ça vraiment une sottise, je ne sais pas qui est, peut-être qu'ils étaient conseillés par les Américains ou leurs amis français, puisque M. Florent Fabius était ministre des Affaires étrangères et qu'ils étaient sur le terrain pour encourager à faire le coup d'État de Maïdan avec Mme Victoria Nuland, si c'est eux qui conseillaient ces gens, à dire qu'il faut supprimer la langue russe. Vous vous attaquez à des éléments d'identité, sachant que les deux populations sont entremêlées et que ça ne peut pas marcher. Donc, monsieur l'ambassadeur chinois s'exprime sur des faits réels, il a apporté quelques éléments de droit que le journaliste n'a pas pu apporter, il s'exprime pas dans sa langue naturelle, peut-être qu'il n'a pas exprimé toute sa pensée, mais je crois que de ce que j'ai entendu de lui, il est dans la bonne direction, et je ne vais pas revenir sur l'hypocrisie, monsieur. Mes trois prédécesseurs ont parlé suffisamment sur l'hypocrisie occidentale, qui font comme si actuellement les États-Unis, avec leurs complices américains, britanniques, occupent depuis 1966, je dis bien depuis 1966, les îles Chagos de façon illégale, après avoir fait ce que même Hitler n'avait pas fait, c'est-à-dire qu'ils ont nettoyé toute la population, ils ont chassé toute la population. Imaginez que la Russie arrive au Donbass, non seulement occupe le Donbass, mais chasse toutes les populations qui ne sont pas là. C'est ce qui s'est passé. Ça se passait dès 1966 avec une complicité des militaires américains et des militaires anglais. Et les Africains subissent, et ça continue jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Et ces journalistes font comme si ça n'a jamais existé. Et je peux citer plusieurs cas de cette nature, le calvaire des pauvres Palestiniens qui continue comme si de rien n'était, et quand on fait comme si de rien n'était, on continue à supporter cela. Aujourd'hui même, il y a un problème à Mayotte, où on est en train soi-disant d'expulser des gens qui sont dans un territoire qui est devenu français. La France, c'est à des dizaines, peut-être 10 000 kilomètres de là. Bon, mais c'est la France, c'est comme ça, comme dit. Alors que les Comoriens qui sont là depuis longtemps, du jour au lendemain, ils se retrouvent étrangers chez eux et ils doivent être expulsés. Donc, je crois que le monde de demain, disait hier Monsieur Lafront, en présidant la séance du Conseil de sécurité des Nations Unies, a dit que l'Occident, il utilise encore ce terme, mais pour moi, comme je vous l'ai dit, ce terme est mal prononcé. Il dit que l'Occident, qui constitue une minorité, a imposé sa loi au reste du monde et que cela doit cesser. En fait, ce que l'on peut voir en dernière analyse, c'est que nous avons vécu longtemps dans un apartheid.
C'est un apartheid au niveau international. C'est comme en Afrique du Sud, les Blancs étaient arrivés parce qu'ils avaient la force militaire, ils ont pu dominer, ils ont accaparé les terres, ils ont quasiment esclavagisé les autres, et puis ils ont dominé en croyant qu'ils allaient dominer éternellement. Au niveau international, c'est exactement ce qui se passe depuis quasiment 500 siècles. Il y a une petite partie de l'Asie de l'Ouest qui s'appelle l'Europe, qui est vraiment un bout du continent eurasien, qui, à un moment donné, par le talent de ces gens, il faut le reconnaître, par la capacité créative de sa population, a acquis un certain pouvoir, et à partir de ce pouvoir a pu s'étendre et imposer sa loi, et contenir tout le reste du monde, continuer un système d'apartheid à niveau international, et vous voyez que quelque chose comme l'OTAN, si vous voyez, ce sont des pays européens blancs, comme toujours, qui sont en train de dominer. Et le fait que la Finlande et la Suède entrent, ça renforce le côté apartheid de l'OTAN. Mais maintenant, il y a un os qui se présente, c'est que la Russie est, comme je vous dis, même s'il y a des Russies européens slaves, mais la Russie, c'est un kaléidoscope, comme j'ai dit, mais plus grave, la Chine, qui est incontestablement la puissance montante dans cette histoire, et je suis très heureux que ce soit la Chine qui arrive à cette position, parce que pour la première fois, on a un pays non blanc qui sera dominant sur le plan industriel, qui sera probablement dominant sur le plan scientifique. N'oubliez pas que la Chine, à elle seule, crée chaque année, ou forme chaque année plus d'ingénieurs que les États-Unis et l'Europe réunis, sans parler des scientifiques chinois qui travaillent aux États-Unis et dans d'autres pays. On a là, pour la première fois, un pays non européen qui sera naturellement le premier pays au niveau de la puissance économique ou de la puissance scientifique, peut-être aussi de la puissance militaire, mais son histoire ne doit pas nous inquiéter, parce que la Chine n'a pas une histoire d'impérialisme, la Chine n'a pas une histoire d'aller attaquer ses voisins ou d'aller à l'étranger pour imposer son point de vue aux autres. Donc c'est une configuration inédite, mais qui n'est pas vraiment inédite que ça, puisque en réalité, avant que les Chinois ne tombent, la Chine et l'Inde ont pendant longtemps été les deux premières puissances économiques du monde. Donc la parenthèse européenne est en train de se fermer, la parenthèse soi-disant des Lumières se fermer. Mon souci, comme toujours, c'est le souci de l'Afrique. L'Afrique a des arguments. Moi, je le dis et je le soutiens. L'Afrique peut être une super Chine. L'Afrique peut être une super Chine parce qu'elle a beaucoup plus de moyens que la Chine. Elle a beaucoup plus de ressources que la Chine. Mais là encore, nous avons l'obligation de nous unir et d'avoir un système politique qui est pas celui qui est en vigueur sur notre continent et qui nous maintient en arrière. Il y a un changement important du système politique et du système économique qui est nécessaire pour que l'Afrique se réalise. Merci. Il nous reste une dizaine tout au plus et on va y aller pas tous 2 minutes de réaction pour le reste du panel. Docteur Achilleke, je commence donc par vous. Est-ce que finalement avec cette sortie de Liu Shan, on a la position claire de la Chine sur le conflit russo-ukrainien? La position de la Chine sur le conflit a été toujours une position, n'est-ce pas, historique, c'est-à-dire qu'elle a demandé depuis le départ, n'est-ce pas, qu'il y ait, n'est-ce pas, des discussions. C'est ce que l'ambassadeur chinois continue à, n'est-ce pas, d'exprimer dans ce débat. Il dit que la Chine doit, n'est-ce pas, encourager les partis à discuter, quels que soient les sujets. Eh bien, il n'y a pas de raison de commencer par la guerre, alors qu'on peut commencer par discuter. Vous voyez, pendant des années, tout à l'heure, on a accusé, enfin, on s'est plaint du fait que M. Poutine est très, très patient, n'est-ce pas? Il a laissé les accords de Minsk 1, Minsk 2, n'est-ce pas? Il a sonné la sonnette d'alarme pendant des années, depuis 2014, pour dire, écoutez, l'Ukraine, c'est un non-non. Il a, dans tous les forats, il est allé, il a parlé, il a dit, il a averti les Occidentaux, vous ne pouvez pas admettre l'Ukraine dans l'OTAN. Vous ne pouvez pas, ça, ce sera une menace pour n'est-ce pas, pour ma sécurité. Tout comme ça a été le cas avec, n'est-ce pas, le Cuba, lorsqu'il y a eu cette histoire de missiles.
Donc, véritablement, ils ont eu le temps de faire comprendre leur position pendant des années. Malheureusement, les Européens sont tellement, vous voyez, c'est un peu ça, quand vous êtes assoiffé de pouvoir, assoiffé de sang, vous avez envie de diriger le monde, n'est-ce pas? Vous trouvez tous les moyens pour pouvoir vous affranchir de vos responsabilités et de vouloir toujours montrer aux uns aux autres que c'est vous qui êtes les meilleurs, qui êtes les plus forts. Eh bien, on arrive à cela aujourd'hui. Alors, je crois que la décision de l'OTAN de continuer à se rapprocher, n'est-ce pas, de la Chine à travers ces anciens pays de l'ex-Union soviétique, n'est-ce pas, est la cause de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, ils ne vont jamais nous dire que non, ils n'y sont pour rien, c'est la Russie qui a annexé un pays souverain, etc., etc. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Ça, c'est pour leur consommation, c'est pour leur peuple, leur public interne. Nous, on connaît la vérité, tout le monde entier connaît la vérité. C'est d'ailleurs pour cela que la dédollarisation est en train de prendre pied comme elle prend pied aujourd'hui, parce qu'on a compris, on est fatigué, tout le monde est fatigué, n'est-ce pas, des Occidentaux avec leurs mensonges et leur double standard. C'est surtout le double standard qui vraiment fait très mal, n'est-ce pas, aux gens, parce que ils disent une chose quand il s'agit d'eux et ils font le contraire exact quand il s'agit d'autres personnes. Et dans tous les sujets, vous allez remarquer cela. Quand il s'agit d'un pays, n'est-ce pas, de ce bloc-là, ils soutiennent, ils ferment les yeux. Et quand c'est un autre pays, allez, on se met à crier au fort sur les toits. Voilà la Chine, voilà ceci. C'est terrible. Le monde est fatigué de ces gens. Il est temps justement qu'on arrive à un autre système nouveau dans le monde où les gens vont pouvoir s'exprimer, vont pouvoir se sentir libres de nouer des relations qu'ils veulent avec qui ils veulent par rapport à leurs intérêts. C'est tout. Personne ne veut commander l'autre. Personne n'est intéressé à vouloir dominer les autres. On veut avoir la liberté de dire que bon, moi je suis Camerounais, ou je suis Américain, ou je suis Français, ou je suis Chinois. J'ai envie de commercer avec qui je veux sans être obligé de passer par le dollar, sans être obligé de me faire, n'est-ce pas, menacer par n'est-ce pas, les Américains par rapport aux sanctions qu'ils pourraient m'infliger ou qu'ils pourraient infliger à celui avec qui je veux faire, n'est-ce pas, les affaires, et donc m'empêcher, n'est-ce pas, de faire des affaires avec cette personne. Donc, c'est tout ce double standard qu'on observe et qui frustre aujourd'hui, qui fait qu'il faut qu'on arrive à un nouveau système où les gens, les pays, les peuples vont vivre dans une sorte de libération, n'est-ce pas, du joug occidental, et de la domination, n'est-ce pas, de ce monde unipolaire qui met tous les peuples dans les mois à chaque fois qu'il s'agit d'un sujet où les Occidentaux ne trouvent pas leur compte. On a vu, n'est-ce pas, en Irak, n'est-ce pas, voilà un pays souverain qui a été attaqué. Tout le monde entier a dit non. Les Américains ont dit non, on va y aller, et ils ont détruit ce pays. On a vu la même chose en Libye, on a vu la même chose en Afghanistan, on a vu la même chose qu'ils voulaient faire en Syrie. Ils étaient, n'est-ce pas, le soutien, n'est-ce pas, de la Russie au gouvernement syrien. Ce pays serait en ruine aujourd'hui. Et c'est ainsi de suite. On va citer quoi et laisser quoi. C'est absolument incroyable tout ce qu'on vit avec le monde unipolaire. Il faut décentraliser, n'est-ce pas, ces choses-là pour permettre aux uns aux autres, dans tout le monde entier, de pouvoir, n'est-ce pas, collaborer, travailler en partenariat comme ils veulent sans se sentir menacés. Je pense que c'est la finalité de tout ceci. Merci. Merci à vous, docteur Achille, et que Gamal, on vous retrouve rapidement parce que nous sommes en train de sortir de ce débat, de ces échanges. Donc, finalement, sur cette sortie de Liu Shan, il y a eu plusieurs mouvements depuis effectivement l'enregistrement de cette interview. Beaucoup ont d'ailleurs demandé que l'ambassadeur de Chine en France soit purement et simplement rappelé, ce qui n'a pas été justement fait par son pays, c'est-à-dire finalement que oui, là on a ce ne sont pas que les propos d'un ambassadeur, c'est une position qu'affirme et qu'assume notamment la République de Chine. Tout à fait, on se rend bien compte qu'à chaque fois qu'il est reçu par LCI, le journaliste que je connais très bien, a une posture très offensive et de mauvaise foi. Il expliquait une fois un truc assez ahurissant. Il expliquait par exemple qu'il y avait les bons colons, enfin les pays qui pouvaient utiliser la force de façon légitime,
les démocraties et que d'autres pays ne devaient pas le faire et que c'est pas les mêmes morts, quoi. Quand on assassine avec des bombes américaines, ça a moins de gravité. On parle de l'Irak, de la Libye, de la Syrie, j'en passe, de la Somalie. Oublions pas que la Somalie a été atomisée par l'Amérique, je tiens à me rappeler. C'est moins grave que quand c'est les Russes. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il porte une parole. C'est un porte-parole d'un pays. Ça n'est pas un type qui est tout seul dans son coin. Ils sont très très rompus à l'exercice. Ce sont de grands diplomates. Hein. On se souvient de Chiang Lai. Hein. C'est pas des gens qui ont, je parle de la Chine, qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole. Ce sont des joueurs d'échecs aussi. N'oublions jamais que les Chinois sont excellents dans la partie des échecs. Ils comprennent parfaitement les rapports de force. Et ils ont bien compris aujourd'hui qu'on ne les prenait pas au sérieux. J'en veux pour preuve que lorsqu'ils ont proposé leur bons office pour créer les conditions de la paix en Ukraine en négociant le go-between entre les Russes et les Ukrainiens, les Chinois n'étant pas partie prenante et ne livrant pas d'armes ni aux uns ni aux autres, eh bien, les premiers qui se sont opposés à cela en disant que ce n'était pas sérieux, c'est les Américains. Et les Chinois ont répondu très rapidement, les humiliant littéralement, ça a été dit tout à l'heure, je crois par François, il me semble, que finalement, eh bien, ils ont proposé la paix entre l'Iran, et l'Arabie, deux antagonismes, deux grands empires, arabes d'un côté, perses de l'autre, chiites d'un côté, sunnites de l'autre, deux pays qui se font la guerre par pays interposés. Hein. Je veux dire, on parle du Yémen, où les deux se font la guerre sur le théâtre du Yémen, malheureusement, qui est un pays martyr, de l'Irak, on s'en souvient aussi, ça a duré 8 ans et demi tout de même, de la Syrie. Tous ces pays, ces deux grandes puissances régionales, l'une militaire et puis l'autre idéologique, je parle de l'Arabie, ont fini par trouver un terrain d'entente grâce aux Chinois qui n'ont jamais eu autre volonté que de ramener la paix dans la région pour pouvoir garantir que leur fameuse route de la soie, les nouvelles routes de la soie, soient effectives et fonctionnent pour créer les conditions, encore une fois, de la paix. On se rappelle aussi, c'était dit tout à l'heure par, je crois, il me semble par Achille, ou François, que les Chinois n'ont jamais attaqué aucun pays dans le monde, si ce n'est se défendre par rapport au Vietnam, et ça n'a pas duré longtemps. Ils ont toujours été victimes. Et je vais même encore pousser le bouchon encore plus loin. Dans la propagande occidentale qui est très sale, c'est pour ça qu'on positionne le Chinois comme étant un agresseur, c'est toujours pareil. Hein. L'agresseur, vous dites que vous êtes agresseur, formidable technique. Ils prétendent que la Corée du Nord, par exemple, le dernier pays stalinien, donc dès que vous dites stalinien, c'est comme si vous parliez du diable, même si Staline n'est pas quelqu'un de sympa, eh bien, la Corée du Nord est un pays agresseur. Or, que je me souvienne, hein, si je suis pas très bon en histoire, hein, je suis juste très très bon en histoire, je fais de l'ironie évidemment, entre 50 et 53, c'est les États-Unis qui vont attaquer la Corée, qui vont massacrer les Coréens, qui vont tuer 1 million de Chinois avec des armes bactériologiques, rappelons-le, c'est les États-Unis qui font la guerre, c'est pas les Coréens. Les Coréens se rapprochaient à un moment donné du parti de Corée du Sud, et les Américains ont foutu la pagaille, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'agresseur, il est clairement désigné, il est américain, il met des bases partout, il ne quitte jamais ses bases, si ce n'est par la force comme en Afghanistan ou en Irak, mais il ne quitte pas ses bases militaires, et crée les conditions de la guerre. Donc les Coréens n'ont agressé personne, mais sont considérés comme le diable. Les Chinois n'ont agressé personne. L'empire du milieu, 20 fois la taille de la France, mais sont considérés comme agressifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts en économie. Et c'était quand même, il faut se le rappeler, j'invite tous les téléspectateurs à se renseigner, le premier pays à avoir créé le commerce international, je dis bien le commerce international, c'est la Chine. Il y a 400 ans, lorsqu'ils commerçaient pour avoir de l'argent qui venait d'Amérique du Sud en passant dans l'Espagne. C'est ça la Chine. C'est un immense empire commerçant. Et c'est un empire qui a eu la fierté de ne pas utiliser les armes à feu, alors qu'ils les possédaient déjà avec les explosifs. Ils avaient parfaitement utilisé leur fameux pétard. Ils savaient très bien qu'ils pouvaient faire la guerre avec, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils considéraient que c'était déshonorant que de tuer un homme qui ne pouvait pas se défendre. C'est ça la Chine. Donc lorsque l'ambassadeur de Chine, agressé par ce journaliste qui est un petit peu léger, va sortir ce pic, il ne le fait pas par accident. Il rappelle tout de même que les conditions qui ont conduit à la création de ces États après la Seconde Guerre mondiale, après la chute de l'Union soviétique, sont des conditions d'autoproclamation d'État, reconnues a posteriori par l'ONU, mais pas nécessairement acceptées par les populations locales. Il n'y a pas eu de référendum pour dire est-ce qu'on accepte ou pas. C'est autre chose, c'est vraiment une autoproclamation. Donc cette petite pique qu'il envoie, il le fait avec l'assentiment de ce gouvernement. Puis, deuxième chose, les Chinois démontrent avec brio, on essaie de les disqualifier, ils sont capables de faire des négociations les plus ardues. L'opération Iran-Arabie, c'était inattendu. Donc c'est ce qui fait que la Chine, effectivement, commence à piquer, commence à gêner, commence à poser problème aux encablures, mais en même temps, séduit le reste du monde parce qu'on se rend bien compte que le parapluie militaire, les militaires russes, avec le parapluie financier chinois, peut apporter des choses positives. Les Chinois ont cette qualité, effectivement, qui pourrait peut-être obtenir des résultats. Et après, le journaliste de LCI, je rappelle que c'est une chaîne privée, son objectif étant de provoquer pour obtenir le buzz. Ça a été dit tout à l'heure, j'ai bien aimé l'expression quand c'est toi que je me souviens de quelle expression déjà. C'était de dire, c'était oui, gotcha. Le gotcha en anglais, ça veut dire je t'ai eu. Le gars, I got you. C'est très précis, c'est le langage de la street anglaise, américaine pour être précis. Le gotcha signifie je t'ai eu. C'est une façon de l'avoir avec une petite phrase clé comme ça qui permet de faire tourner un petit peu
cette interview qui n'était pas vraiment intéressante, mais comme c'est la deuxième fois qu'il le provoque, et ben il finit par répondre à une provocation par une provocation. Je dis, et pour finir mon propos, que les Chinois sont des gens intelligents. Ils savent très bien à quel genre de four ils ont affaire. Ils se souviennent de cette marchande de drogue qui était la reine Victoria, que j'espère qu'elle sera reçue par le diable en enfer éternellement, qui a drogué tout un continent, je parle de la Chine, parce que c'est un État-continent. Elle a organisé le trafic de drogue à grande échelle quand l'empereur de Chine lui parlait d'honneur et de principe en disant faut arrêter ça, c'est déshonorant. Ça ne l'a pas empêché de continuer. C'est comme ça d'ailleurs que la fameuse banque HSBC a pu s'enrichir dans des proportions abyssales parce que c'est grâce à la drogue. N'oublions jamais que l'Angleterre était un État narcotrafiquant avant de devenir un État effectivement criminel qui va conquérir le monde. C'était un État narcotrafiquant. Donc faut jamais perdre ça de vue. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les Chinois aujourd'hui savent très bien à qui ils ont affaire. Ils ont une longue mémoire. Ne croyez pas que les peuples n'ont pas de mémoire. Ils savent très bien la fourberie, et j'emploie le terme à dessein, la fourberie occidentale lorsqu'ils parlent des rapports de force internationaux et qui leur sont aujourd'hui, on l'a bien compris, très défavorables. Infiniment à vous, Gamal Abina, Jamel Gessoum, mais surtout pour ce François Deguet, docteur Achille Lequeux. Merci très cher monsieur d'avoir été des nôtres dans le cadre de cette édition de géopolitique internationale. On n'ira pas plus loin, on n'a non plus la prétention d'avoir tout dit autour de ces deux faits d'actualité. L'autre là, vu que plusieurs d'entre vous, je l'espère bien, avaient encore bien de choses à dire. Malheureusement, le temps imparti à cette émission est d'ores et déjà d'ailleurs passé. On vous dit merci d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis une fois encore. À très bientôt pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous. Afrique Média, le monde, c'est nous.